Merci de votre ponctualité. Je vais procéder à l'appel comme habituellement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à nos amis correspondants de la presse. Donc Thierry Noguet, donc présent. Leclanche Isabelle. Présent. Talbourdel Didier. Présent. Évin Pascal. Présent. Jaunet Catherine. Présent. Battistella Hervé. Présent. Huette Karine est excusée et a donné un pouvoir à Florence Talbourdel. Michel Molin est excusé et a donné un pouvoir à moi-même. Béatrice Riffaut est excusée et a donné un pouvoir à Dominique Cadivois. Grégoire Julien. Présent. Jean Carole est excusé et a donné un pouvoir à Malika Gallet. Patrice Lelièvre. Présent. Malika Gallet. Présent. Bruno Chartier. Présent. Mélène Prodhomme est excusée et a donné un pouvoir à Bruno Chartier. Frédéric Amado absent. Florence Talbourdel. Présent. Christine Dalba. Roselyne Lemestre est excusée et a donné un pouvoir à Patrice Lelièvre. Cédric Huette est excusé et a donné un pouvoir à Pascal Évin. Vanessa Lemaître est excusée et a donné un pouvoir à Didier Talbourdel. Christophe Mouich, Dominique Cadivois, Pascal Plissonneau, Marie-Christine Delahaye, Joël Jouan, Alain Delaunay, Mallory Pénanec et Hugues Pétrel. Je vous remercie. Avant de débuter les débats, donc j'ai demandé à Pascal Plissonneau si vous voulez être secrétaire de séance, et c'est avec un grand oui et avec le sourire qu'il m'a dit qu'il était d'accord, donc je l'en remercie. Et Joël Jouan voulait faire une annonce, donc je ne connais pas le contenu, donc je le laisse faire son annonce. Tout d'abord, merci. Donc le groupe Montoire pour tous, Rassemblement de la gauche, tient à s'exprimer ce soir sur des faits que nous constatons déjà depuis plusieurs années maintenant. Tout d'abord, le manque d'informations sur les dossiers qui concernent la gestion municipale. Nous apprenons malheureusement certains faits par la presse ou par la rue. Deuxième point, nous constatons que l'agenda du mois de novembre ne comporte que 3 réunions, la conférence des présidents de groupe, le conseil d'administration du CCAS et le conseil municipal. Il comporte par ailleurs des vacances scolaires et l'exposition des artistes locaux pour combler le vide d'un manque d'anticipation des réunions nécessitant un avis des élus. Nous avons en plus et de plus en plus d'avis à donner par mail, ce qui empêche tout échange constructif. Le choix est de dire d'accord ou pas d'accord. Nous nous attendons donc à une intensification de ce procédé. Et nous constatons que la rédaction de l'exposé des questions du conseil municipal se fait avant que les commissions et les instances se réunissent et donnent un avis après. Voici quelques exemples. Le CCT s'est réuni le 14 novembre à 14h pour un conseil municipal du 15 novembre. Le personnel, en ce qui concerne le personnel municipal, la commission RH s'est tenue le 12 novembre pour le conseil de ce soir également. Et en ce qui concerne le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat, ce qui est très important pour nous commerces, nous n'avons la déclaration que ce soir. D'autre part, nous constatons aussi que beaucoup d'élus de notre majorité sont régulièrement absents des commissions quand elles ont lieu et n'assistent plus aux réunions du conseil municipal. Pour toutes ces raisons et pour manifester notre mécontentement, nous n'assisterons pas au conseil municipal de ce soir. Merci. Ok, écoute, je prends note. Alors, je suis étonné de tout ça, mais alors pour en revenir au commerce, on a reçu, si tu ne me laisses pas répondre, je vous enverrai une réponse écrite. Ok, bon, si vous pratiquez la chaise vide, c'est votre choix, les Montoirins s'en souviendront, j'espère. Bon, moi, je ne ferai pas de commentaires puisque j'aurais pu répondre aux commentaires, mais comme les gens ont préféré partir, donc je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Est-ce que Alain ou Pascal, vous voulez dire des choses ? J'avais une question à vous poser. Oui. Alors, nous constatons une fois de plus l'absence d'un élu du groupe majoritaire. L'absence récurrente de M. Frédéric Amado amène Cap Montoire à se poser 2 questions. Pourquoi ne pas appliquer simplement le règlement municipal et assurer ainsi le remplacement de M. Amado ? Première question. Et deuxième question, les absences répétitives connues depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années, ont-elles mis fin au versement de l'indemnité d'élu et pouvez-vous nous dire depuis quand ?
Alors, en ce qui concerne Frédéric Amado, on lui a envoyé des courriers, des SMS, des mails, il ne répond pas. J'ai encore vu sa femme à l'école, à Réunion d'école cette semaine, je l'ai alerté là-dessus. S'il faut envoyer la police municipale pour le récupérer, voilà. Et puis peut-être aussi de lui demander, de l'obliger à démissionner pour mettre quelqu'un d'autre. Moi, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Alors, sur les absences, je ne vais pas rentrer dans le secret médical, mais vous avez constaté que depuis plusieurs mois, Béatrice Riffaut est absente. Donc, je pense que la plupart d'entre nous sont au courant pourquoi elle est absente. Donc, moi, je ne souhaite pas m'étaler, et c'est du domaine de privé, tout en sachant que malgré son absence, elle est présente sur ses dossiers et elle travaille ses dossiers, je peux vous en assurer, puisqu'on a des correspondances régulières. Mais pour ce qui se concerne Frédéric Amado, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, voilà. on ne comptait pas du tout parler du cas de Béatrice. Non, Par contre, M. Amado, à partir du moment où il y a 3 absences sur les conseils, normalement, il est démis de ses fonctions de droit. OK. Donc, écoutez, on va inviter la police municipale à aller chez lui, parce que moi, je ne me sens pas capable d'aller chez lui, mais il répond ni au courriel, ni au SMS, ni aux appels que l'on lui fait. Donc, non, mais je comprends. Ça vous fait quand même une personne de moins sur votre Effectivement. groupe, alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent prendre la suite derrière. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pascal, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste rajouter qu'il me semble qu'en début de mise en place de ce municipal, on a dû voter à un moment donné un règlement intérieur. Tout à fait, intérieur. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on applique ce règlement intérieur, c'est-à-dire que je crois que c'est à partir de 3 fois où on est absent sans motif et sans excuse qu'on est exclu du conseil municipal. Moi, je suis pour que ça soit appliqué. D'accord. On va reprendre le... Et qu'il y ait police ou pas police municipale, il n'est plus là, il n'a pas de motif et il n'y a rien qui justifie ses absences. On met quelqu'un d'autre à la place, puis terminé. OK. Écoutez, on va regarder, on va reprendre le règlement intérieur et puis on appliquera suivant ce qui est dit dans le règlement intérieur. Et on ajourne ces indemnités. Exactement. On fera le Ça nécessaire pour ça. devrait le faire. OK. D'autres commentaires, d'autres observations ? C'est bon. C'est bien. Je vous remercie. De toute façon, la politique de la chaise vide, ça n'a jamais fonctionné. Mais bon, après, moi, je laisse l'autre groupe responsable de leurs propos. Pour en revenir à la commission, aux présences des commissions, alors moi, je ne participe pas à toutes parce que j'ai un agenda un peu chargé. En ce qui concerne celle concernant le commerce, on avait besoin de l'avis des chambres consulaires et de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce et d'industrie. Et l'avis de la Chambre des métiers, on l'a reçu hier, le 14. Et il fallait absolument qu'on la passe ce soir au conseil municipal, parce que ça fera l'objet d'une délibération sur le commerce, mais là au niveau de la carène, au mois de décembre. Donc après, pour moi, on ne va pas en faire une affaire d'État. Je ne m'offusque pas de ce qui a été dit. Quant aux commissions, alors effectivement, quand on a une seule délibération à passer, faire venir les membres de la commission pour un avis tout simple, ça ne me semble pas opportun de... Mais si, désormais, il faut faire venir les gens pour un quart d'heure pour une délib, alors qu'un simple mail... après, on me reproche l'absence de dialogue. Enfin, là, on a l'illustration en réel que l'absence de dialogue, elle n'est pas de notre fait. Voilà. Et puis, j'en arrêterai là, et puis on va poursuivre sur l'ordre du jour. Et je vous remercie de vos observations et commentaires. Je vais simplement, vous avez eu en premier point, alors il n'y a pas de délibération en proprement dit, mais c'est surtout adopter un vœu qui, par mail en date du 16 octobre, le président du conseil départemental a adressé un vœu à la commune de Montoire-de-Bretagne, comme à toutes les communes. Ce vœu qui était face au mur budgétaire, les départements demandent des engagements forts de l'État, a été adopté par le conseil départemental de Loire-Atlantique lors de sa session du 15 octobre 2024. Et je vous propose, chers collègues, qu'on puisse adopter aussi ce vœu au conseil municipal de Montoire, à savoir que, comme les conseillers départementaux de Loire-Atlantique, on demande à Michel Barnier et à son gouvernement de répondre aux attentes exprimées par les départements pour leur permettre de jouer leur rôle essentiel en faveur des solidarités humaines et territoriales. Et ce n'est pas en faisant des coupes sombres dans les budgets des collectivités territoriales qu'on arrivera à résorber les problèmes de la France. Pour info,
au niveau de la Carène, c'est 6 millions d'euros en moins sur notre budget. Et pour l'instant, on n'a pas le détail, ce que ça pourrait avoir comme incidence sur les communes. Donc je vous propose, chers collègues, d'adopter à l'unanimité ce vœu qui est joint en annexe 1. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie, chers collègues. Sur le point numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du vendredi 4 octobre 2024, donc présentation faite par moi-même. Le procès-verbal du Conseil municipal du 4 octobre a été adressé par mail à l'ensemble des élus le 15 octobre 2024. Il est demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir adopter le procès-verbal du Conseil municipal du 4 octobre 2024. Y a-t-il des observations ou des commentaires? Il n'y en a pas. Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 3, c'est la décision budgétaire modificative numéro 3 au BP principal de la commune. Présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Considérant qu'en application de l'article L. 1612-11 du CGCT, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Considérant que le budget primitif 2024 du budget principal a été adopté par le Conseil municipal au cours de sa séance du 28 mars 2024, considérant l'avis de la Commission finances du 29 octobre 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la décision budgétaire modificative numéro 3 décrite dans le tableau ci-dessous. Donc, comme vu en commission finances, en fait, on a 3 écritures. La première concerne le chapitre 12, donc charges personnelles. La seconde, le chapitre 11, charges à caractère général. Et la troisième, en fait, est une écriture pour ordre entre la section de fonctionnement et celle d'investissement. Merci Pascal. Si nos élus qui sont partis regardent en replay le conseil municipal, ils verront qu'il y avait une commission finances le 29 octobre 2024. Donc, chers collègues, sur cette délibération, y a-t-il des commentaires ou des observations? Je n'en vois pas, je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, numéro 4, admission en non-valeur et créances éteintes par jugement. Présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-5 et R. 1617-24, vu l'instruction budgétaire et comptable, donc c'est M57 et non M14, il y a une petite faute de frappe, considérant l'avis transmis par le trésorier, considérant que les pertes sur créances irrécouvrables se décomposent en 2 groupes, donc d'une part les créances admises en non-valeur inscrites au compte 654.1 concernant 108 factures pour 50 débiteurs, et représente un montant de 11 642,30 €, dont 6 330,66 € relatifs à une location, 2 408,21 € relatifs à la restauration scolaire, 2 652 € relatifs à la fourrière automobile, et le solde, en fait, qui fait 251,43 € et non pas 252,44 € comme indiqué, se partageant pour l'essentiel entre les prestations de multi-accueil et la classe de neige. Et d'autre part, les créances éteintes inscrites au compte 654.2, donc pour 33,50 € sur décision du tribunal d'instance dans le cadre d'une procédure de surendettement notamment. Les créances éteintes s'imposent à la collectivité et s'opposent à toute action en recouvrement du comptable public, mais elles doivent toutefois être entérinées par l'Assemblée délibérante. Les admissions en non-valeur présentées aujourd'hui par le comptable concernent les titres listés dans l'annexe 2. Les créances éteintes présentées aujourd'hui par le comptable ne concernent qu'un dossier. Les titres concernés sont également listés dans l'annexe. Considérant l'avis favorable de la Commission finances du 29 octobre 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver les admissions en non-valeur d'une part, puis d'autre part entériner la décision du tribunal d'instance et d'accepter les mouvements comptables associés. Merci Pascal. Bon, ça c'est une délibération qu'on a l'habitude de prendre régulièrement. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce sujet? Je ne vois pas de main qui se lève. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne les versements d'acompte en janvier aux associations sur les subventions 2025.
À l'origine, la présentation devait être faite par M. Pascal Évin, mais je vais m'en charger puisque Pascal Évin siège au conseil d'administration de l'OSCM et on a besoin qu'il doit se déporter. Et je vais vous dire aussi qui doit se déporter. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative au versement des subventions, article 10, modifié par la loi numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016, considérant le budget de la commune et notamment son article 65-748, considérant la liste présentée des associations concernées, à savoir l'Amicale des agents territoriaux de la ville de Montoire de Bretagne, l'Office d'animation sportive de Brière, l'Office socio-culturel montoirin, l'Office municipal des sports, étant précisé que les membres du conseil d'administration des associations ci-après doivent se déporter, c'est-à-dire qu'ils ne participent ni au débat ni au vote du fait de leur fonction au sein de l'association. En ce qui concerne l'Amicale des agents territoriaux, cela concerne M. Didier Talbourdel. En l'OASB, M. Didier Talbourdel, Julien Grégoire, Thierry Noguet ne participe pas puisque je ne fais pas partie du bureau, ça a été une erreur, mais bon. Et concernant l'OMS, Didier Talbourdel, Julien Grégoire, Bruno Chartier et Mme Carole Jahan. Et concernant l'OSCM, Didier Talbourdel, Bruno Chartier, Cédric Huette, Pascal Évin et Mesdames Carole Jahan, Marie-Christine Delahaye et Mallory Pénanec. Donc, en étant précisé que le montant de l'acompte versé se base sur le quart des sommes attribuées au titre des subventions de fonctionnement de l'exercice 2024, dans l'attente de la délibération du Conseil sur l'attribution des montants de subventions pour l'exercice 2025, considérant l'avis de la Commission finances du 29 octobre 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le versement des acomptes ci-après courant janvier 2025, pour l'Amicale des agents territoriaux de la ville de Montoire de Bretagne, 13 425 €. Pour l'Office d'animation sportive de Brière, 3 525 €. Pour l'Office socio-culturel montoirin, 170 000 €. Et pour l'Office municipal des sports, 7 600 €. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ces subventions attribuées? Je n'en vois pas. Je vous soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On peut faire rentrer les punis, enfin non, les bénévoles aux associations. Pas dire que c'est des punis. Les punis sont partis. Le sujet suivant, c'est le versement d'un acompte en janvier au CCAS sur sa subvention de fonctionnement 2025, présentation faite par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. Vu le Code général des collectivités territoriales, attendu que le CCAS est un établissement public de la ville chargé d'animer et de coordonner l'action sociale municipale, qu'il exerce l'intégralité des compétences en matière d'action sociale générale définies par les articles L. 123-4 et L. 123-5 du Code de l'action sociale et des familles. Conformément à l'article R. 123-25 du même Code, qui prévoit que les recettes d'exploitation et de fonctionnement du CCAS peuvent comprendre notamment les subventions versées par la commune, le CCAS reçoit des subventions de la ville évaluées annuellement afin d'équilibrer son budget. Considérant le budget de la commune et notamment son article 657-363 en M57, considérant que chaque année la collectivité verse un acompte correspondant au quart de la somme versée l'année précédente au Centre communal d'action sociale, soit un acompte de 53 550 € en 2025, afin de lui permettre de ne pas rencontrer de difficultés de trésorerie avant le vote du budget primitif, et étant précisé que le montant de l'acompte versé se base sur le quart des sommes attribuées au titre de l'exercice 2024, dans l'attente de la délibération du Conseil sur l'attribution des montants de subvention pour l'exercice 2025. Considérant l'avis de la Commission finances du 29 octobre 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver le versement de cet acompte de 53 550 € en janvier 2025 au CCAS de Montoire de Bretagne. Merci Pascal. Est-ce que cette délibération apporte des commentaires ou des observations particulières? Je ne vois pas de main qui se lève. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions?
Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la convention de financement de la Carène sur l'aménagement du parc de l'Aventurier. Présentation faite toujours par Monsieur Pascal Évin, toujours adjoint aux finances. Considérant que l'article 186 de la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confirmé le dispositif de l'article L. 5216-5 quinquies du Code général des collectivités territoriales permettant le versement de fonds de concours entre la communauté d'agglomération et les communes membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. Le projet ci-après décrit répond à cette définition et est donc éligible au financement prévu par les dispositions législatives rappelées ci-dessus. La commune de Montoire-de-Bretagne sollicite un fonds de concours pour l'aménagement de l'espace, donc redynamisation et sécurisation de l'offre de loisirs de proximité, dénommé Parc de l'Aventurier, situé à proximité immédiate du centre-bourg et du quartier d'habitat de l'Ormois, proche du complexe sportif et des structures d'accueil jeunesse, de l'école Jean Jaurès et du collège, en vue de créer un lieu de rencontre, de lien et de mixité intergénérationnelle en favorisant les loisirs et la pratique sportive des jeunes, donc filles et garçons, et ainsi répondre aux besoins de multiples utilisateurs, parents, seniors, enfants, ados et jeunes adultes. Avec une surface de 15 928 m², ce terrain contribue à la sécurité des pratiques sportives, libres et ludiques de chaque citoyen, tout en conservant son caractère paysager naturel. Conformément à la réglementation en vigueur régissant le versement de fonds de concours, le fonds de concours de Saint-Nazaire Agglomération La Carène ne peut excéder 50% du solde du coût hors taxe du projet, déduction faite des participations de tous les cofinanceurs. La commune doit obtenir de RTE Réseau de transport d'électricité 36 690,58 € sur ce projet. Le fonds de concours attendu de la Carène est de 105 675 €, suivant le plan de financement ci-après. Donc on a un total de base subventionnelle hors taxe de 770 746,38 €. Et si la subvention Carène est acceptée, le reste de la charge de la commune serait donc de 628 380,80 €. Vu l'avis favorable de la Commission Finances du 29 octobre 2024, vu le projet de convention de financement de fonds de concours entre Saint-Nazaire Agglomération et la commune annexée à la présente délibération, c'est l'annexe 3, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir solliciter une participation financière de la Carène sur ce projet à hauteur de 105 675 € et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le projet de convention financière commune de Montoire-de-Bretagne, Saint-Nazaire Agglomération Carène, donc qui figure en annexe 3. Merci Pascal. Est-ce que cette délibération concernant le plan de financement du parc de l'Aventurier apporte des observations ou des commentaires? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le point suivant, le point numéro 8, donc c'est la subvention de l'OSCM pour l'année 2024 et l'ajustement du montant prévisionnel. Donc la présentation normalement devait être faite par Monsieur Pascal Évin, mais comme pour la délibération numéro 5, je vais demander à ce que les personnes suivantes se déportent, donc ils ne participeront pas ni au débat ni au vote du fait de leur fonction au sein de l'association. Cela concerne Monsieur Didier Talbourdel, Bruno Chartier, Cédric Huette, Pascal Évin, Madame Jahan, Madame Delahaye et Madame Pénanec. Alors, pour rappel, une subvention de 739 123 a été votée le 28 mars 2024. Il y a eu une coquille sur la date en faveur de l'OSCM. Le montant était établi selon le calcul prévisionnel suivant: 680 000 € de subvention annuelle de base, 50 000 € d'aide à l'accompagnement des enfants en situation de handicap pour l'année 2024 et 9 153 € solde d'aide à l'accompagnement des enfants en situation de handicap pour l'année 2023. Depuis le début d'année, de nouveaux éléments sont apparus. L'OSCM a renoncé au solde de l'aide handicap 2023 qui correspondait aux 9 153 €. La ville a perçu de la caisse d'allocation familiale 1 386,81 € de bonus territoire 2022 pour les séjours et les formations BAFA organisées par l'OSCM. Le montant de l'aide à l'accompagnement des enfants en situation de handicap pour l'année 2024 arrêté au 31 octobre est de 42 000 €.
la participation à la subvention du voyage à Meersbeek en Allemagne à hauteur de 1 244 €. Le montant de la subvention 2024 pour l'OSCM s'élève donc à 724 630 € et 81 centimes. Considérant les acomptes versés au cours de l'année 2024, conformément à la convention d'objectifs et de partenariat passée entre la ville et l'OSCM, soit 680 000 €, 181 656 le 30 janvier 2024, 166 115 le 29 avril 2024, 166 115 le 24 juin 2024 et 166 114 le 25 septembre 2024. Vu l'avis favorable de la Commission finances en date du 29 octobre 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir fixer le montant de la subvention annuelle de l'OSCM à 724 630 € et 81 centimes pour l'année 2024. 680 000 € ayant été versés sous forme d'acompte, le solde s'élève à 44 630 €, 81 centimes. Dire que les crédits sont prévus au BP 2024 au compte 65 748. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention, ainsi que tous les documents permettant la mise en œuvre de cette convention. Y a-t-il des commentaires ou des observations pour cette subvention de fonctionnement à l'OSCM? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On peut faire rentrer. Merci. Mon micro, je recommence. Le sujet suivant concerne le régime indemnitaire de la filière police, instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE. Présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Bonsoir à tous. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article L. 714-13, vu le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres d'emploi de la police municipale et des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi des gardes champêtres, vu le décret 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des directeurs de police municipale, vu le décret 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de la police municipale, vu le décret 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier des cadres d'emploi des directeurs de police municipale, vu le décret numéro 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier des cadres d'emploi des gardes champêtres, vu l'avis du comité social territorial en date du 26 septembre 2024 relatif à l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, considérant que les agents appartenant à la filière police municipale et garde champêtre sont exclus des champs d'application du régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, c'est-à-dire le RICEP. Considérant que les textes applicables aux agents de la police municipale et aux gardes champêtres sont des textes spécifiques, considérant que suite à l'application du décret 2024-614 du 26 juin 2024, un nouveau régime indemnitaire pour les agents relevant de la filière police municipale est institué en remplacement du régime indemnitaire existant. Ce nouveau régime repose ainsi sur une nouvelle prime dénommée indemnité spéciale de fonction et d'engagement, composée d'une part fixe et d'une part variable tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciée selon les critères définis par l'organe délibérant. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour les cadres d'emploi concernés, considérant que le conseil municipal entend mettre en place le versement de ce nouveau régime indemnitaire au profit de ses agents de la filière police municipale dans les conditions suivantes. Seront bénéficiaires. Les bénéficiaires de cette indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, sont les agents titulaires stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel en fonction dans la collectivité et relevant des cadres d'emploi de chef de service de police municipale, agent de police municipale. Instaurer de la part fixe des indemnités spéciales de fonction et d'engagement. La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est déterminée en appliquant un montant de traitement soumis
a retenu pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux suivants. Donc les cadres d'emploi, donc agents de police municipale et chefs de service municipal. Les taux maximum individuels, un pourcentage de montant du traitement soumis a retenu pour pension, 30% donc pour les agents et 32% pour le chef de police. Les montants moyens retenus par l'Assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point fonction publique. Ils sont proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement. Instauration de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l'attribution de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sont appréciés au moment de l'évaluation annuelle. À l'instar des critères retenus, pour le complément indemnitaire annuel, c'est-à-dire CIA, auquel les agents appartenant à la filière police municipale ne sont pas éligibles. Il est proposé de valoriser l'assiduité et la manière de servir du personnel apprécié lors de l'entretien professionnel et annuel. L'organe délibérant détermine le plafond de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement dans la limite des montants prévus par le décret 2024-614 du 26 juin 2024 fixé comme suit. Donc pour les cadres d'emploi, le montant annuel individuel maximum en euros, donc agent de police municipale c'est 5 000 euros et pour le chef de police municipale c'est 7 000 euros. Le montant de la part variable sera versé mensuellement dans la limite de 50% du plafond annuel défini par l'organe délibérant. Le montant de la part variable est déterminé de façon individuelle pour chaque agent en faisant la différence entre le régime indemnitaire actuellement perçu de la part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Par ailleurs, lors de la première application des dispositifs du décret 2024-614 du 26 juin 2024, si le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre de son régime indemnitaire antérieur, à savoir l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, et le cas échéant l'indemnité d'administration et de technicité, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédent perçu peut être conservé à titre individuel et au titre de la part variable au-delà du pourcentage de 50% et dans la limite du montant prévu individuel maximum prévu pour la présente délibération. Au regard de ces éléments et compte tenu des montants versés actuellement au titre de l'ISMF et de l'IAT, la part variable mensuelle sera versée sur la base du montant suivant. Donc, situation administrative. Donc, gardien brigadier de police municipale, le montant mensuel, c'est 11,95 €. Le brigadier chef principal, échelon 6, 78,60 €. Brigadier chef principal, 10e échelon, 38,23 €. Chef de service de police municipale principal, première classe, 442,93 €. Il est entendu que ces montants individuels seront maintenus à la suite des évolutions des situations statutaires de chaque agent, que ce soit suite à un changement d'échelon ou de grade. La référence de l'échelon n'est fournie qu'à titre indicatif afin de différencier les montants actuellement attribués à chaque agent. De même, en cas de recrutement d'un nouvel agent, celui-ci sera éligible au versement de la part variable dans la limite des plafonds réglementaires déterminés par le décret 2024-614 du 26 juin 2024. Les montants seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. Les conditions de maintien et ou de suspension applicables à l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. En référence aux principes définis par le versement du RICEP et par équité entre l'ensemble des agents employés par la commune, le versement de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est maintenu pendant la période de congé annuel et autorisation exceptionnelle d'absence, congé de maternité ou paternité ou congé d'adoption, congé pour invalidité temporaire imputable au service et pour les formations. En cas d'indisponibilité physique due à un congé de maladie ordinaire, l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement. Elle sera versée intégralement durant les périodes de temps partiel thérapeutiques. En cas de congé de longue maladie et de longue durée, l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est suspendue. Les conditions de cumul. L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est exclusive de toute autre prime et indemnité fixée liées aux fonctions de la manière de servir. L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement
a donc vocation à remplacer l'indemnité spéciale mensuelle de fonction ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité. Par contre, elle est cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées dans les conditions fixées par le décret 2002-60 du 14 janvier 2002, les primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail défini par les décrets 2000-815 du 25 août 2000 et numéro 2001-623 du 12 juillet 2001. Date d'effet. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2025. À compter de cette même date, les délibérations portant instauration de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction et de l'indemnité d'administration et de technicité pour les agents relevant de cadres d'emploi de la police municipale sont abrogées. Vu l'avis de la Commission aux ressources humaines du 12 novembre 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement au bénéfice des agents de la filière police municipale dans les conditions énoncées ci-dessus. Autoriser le maire à fixer par arrêté individuel un montant de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour chacune des parts aux agents bénéficiaires dans les conditions de limite énoncées ci-dessus. Dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au chapitre 12 du budget. Merci Didier. Tu vas pouvoir reprendre ton souffle, mais pas très longtemps. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur le sujet? Je n'en vois pas. Je vous la soumets donc à votre approbation. Donc je prends mon temps pour que tu puisses souffler. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le RIFSEP, modification des groupes de fonctions et modalités de versement en cas de travail à temps partiel thérapeutique. Tu nous feras grâce des tableaux puisqu'ils seront projetés, Didier, parce que j'ai pitié Il y aura vu juste la une lecture. remarque à faire sur un des tableaux par rapport aux informations qu'on va donner. Pas de problème. Donc présentation Merci. faite par Monsieur Didier Talbourdel. Vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article L. 714-4, vu le décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991, pris à l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, vu le décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congé, vu le décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État, vu le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à la prestation de la valeur professionnelle de l'agent territorial, vu la délibération en date du 15 décembre 2016 et du 17 mai 2019, du 19 mars 2021, du 16 décembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 14 décembre 2023, pour lesquels la ville de Montoire-de-Bretagne a instauré et modifié les régimes indemnitaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, c'est-à-dire le RICEP, et instaurant le CIA. Considérant qu'il y a lieu d'appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétion, de l'expertise et de l'engagement professionnel, c'est-à-dire le RICEP, considérant que le décret numéro 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités dans la fonction publique d'État, modifié par le décret 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raisons thérapeutiques dans la fonction publique de l'État, permet le maintien du régime indemnitaire pour les agents bénéficiaires du temps partiel thérapeutique. Considérant l'avis du comité social territorial du 14 novembre 2024, considérant qu'il convient de modifier les groupes de fonctions de catégorie A de la filière technique et administrative afin d'y intégrer un groupe de direction de service. Donc, ce que vous pouvez voir sur le tableau. Considérant qu'il convient de préciser les modalités de maintien des RICEP pour les agents placés à temps partiel thérapeutique, il est proposé à l'Assemblée délibérante de modifier le RICEP comme suit. Le 5e paragraphe de l'article 3 de la délibération du 14 décembre 2023, subdivisé et modifié comme suit. Les RICEP, IFS spécifique et CIA, seront maintenus en cas de congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant en cas de temps partiel thérapeutique.
les tableaux et répartition des groupes fonctions catégorie A de la filière technique et administrative présentés à l'article 7 de la délibération du 14 décembre 2023 sont modifiés de la façon suivante. Donc, par rapport au tableau, donc, au niveau de la filière administrative catégorie A, il n'y a pas de changement. Le seul changement qu'il y a, c'est dans la filière technique catégorie A, oui, c'est le groupe 1, direction des pôles de service. Donc, ça, c'est un nouveau groupe. Du coup, tous les autres groupes ont décalé, mais ont gardé leur régime indemnitaire correspondant. Les autres dispositions relatives au RICEP applicables au sein de la commune de Montoire de Bretagne sont inchangées et seront mises en œuvre conformément aux documents annexés à la présente délibération. Vu l'avis de la commission ressources humaines du 12 novembre 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'évolution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise de l'engagement professionnel et tel que présenté ci-dessus. Autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant de l'IFSE spécifique et du CIA versé aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus. Prévoir et inscrire les crédits correspondants au chapitre 012 du budget. Les dispositifs de la présente délibération prendront effet à compter de la date de laquelle il sera exécutoire. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la protection sociale complémentaire, convention de participation pour la couverture de risques prévoyance des agents, approbation de l'accord collectif local. Présentation faite par M. Didier Talbourdel, adjoint aux ressources humaines. Vu l'article 40 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment les articles L. 452-11, L. 221-1 à 227-4 et L. 827-1 à 827-12, vu le Code de la commande publique, notamment des articles L. 2113-6 à 2113-8, vu le décret numéro 2011, et merci Pascal, tiré 1474 du 8 novembre 2011 relative à la participation des collectivités territoriales et de leur établissement public au financement de protection sociale complémentaire de leur agent. Vu la circulaire NRDFB 12-20-789-C du 25 mai 2012 relative à la participation des collectivités territoriales et des établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Vu l'ordonnance 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation aux accords collectifs dans la fonction publique, vu l'ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 relatif à la protection sociale complémentaire de la fonction publique, vu le décret 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales de leur établissement public à leur financement, vu l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, vu le schéma régional de coopération, mutualisation et spécialisation adopté par délibération concordante des 5 centres de gestion des Pays de Loire et signé le 26 septembre 2022, vu la délibération du conseil municipal du 28 mars 2024 donnant mandat au centre de gestion de Loire-Atlantique, coordonnateur du groupement de commandes constitué des 5 centres de gestion de la région des Pays de Loire, pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau régional et pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions et de participation pour la couverture des risques prévoyance. Vu le Code collectif régional du 9 juillet 2024 relatif au régime de prévoyance complémentaire, à l'adhésion obligatoire du personnel de centre de gestion des Pays de Loire et des employeurs publics territoriaux en ayant formalisé l'un de ces régimes.
Vu l'accord collectif local du 14 novembre 2024 instituant un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire au bénéfice de l'ensemble du personnel de la mairie de Montoire de Bretagne. Dans le souci d'assurer une couverture de prévoyance de qualité aux agents à effet au 1er janvier 2021 et après avis du CSC du 15 mars 2024, la collectivité a donné mandat au centre de gestion de Loire-Atlantique, coordonnateur et groupement de commandes constitué des 5 centres de gestion de la région Pays de Loire, pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau régional en vertu des dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, ainsi que pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et à la conclusion de conventions de participation pour la couverture de risques prévoyance des agents à effet du 1er janvier 2025. Ainsi, les centres de gestion et les organisations syndicales ont engagé un processus de négociation qui a abouti à un accord collectif régional en date du 9 juillet 2024. Lancer une consultation au niveau régional pour être en mesure de proposer aux employeurs publics territoriaux l'adhésion à des conventions de participation et la souscription de contrats d'assurance collectifs de prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2025, adossés à celle-ci. Cette mutualisation des risques, organisée au niveau régional, permet de garantir au personnel des employeurs publics territoriaux l'accès à des garanties collectives sans considération notamment, et c'est important je pense, de l'âge, de l'état de santé, et du sexe et de la catégorie professionnelle. Un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et des contraintes économiques et des employeurs publics concernés. Le bénéfice du taux de cotisation négocié est maintenu pendant 3 ans. Afin de pouvoir adhérer définitivement à ce dispositif de protection des agents, il convient de choisir un niveau de couverture à adhésion obligatoire pour l'ensemble des agents garantissant les risques d'incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% ou 95% des revenus nets des agents, comprenant le traitement de base indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire. Définir la participation en tant qu'employeur de cette participation ne pouvant être inférieure à 50% du montant de la cotisation acquittée par les agents au titre des régimes de base et d'adhésion obligatoires retenus. L'avis du CST en date du 14 novembre 2024 a été formalisé par un accord collectif local signé le même jour et annexé à la présente délibération. Annexe 5 venant entériner le caractère obligatoire de l'adhésion des bénéficiaires et éventuelles dispenses d'adhésion, le choix du régime au regard des niveaux de garantie proposés, les taux de cotisation et les répartitions des cotisations entre les bénéficiaires et l'employeur. Vu l'avis de la Commission des ressources humaines du 12 novembre 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir adhérer à la convention de participation pour la couverture des risques prévoyance et au contrat collectif à adhésion obligatoire afférent au bénéfice de l'ensemble des agents de la mairie de Montoire de Bretagne, autoriser le maire à signer cette convention de participation avec tout document y afférent, souscrire à la garantie de base à adhésion obligatoire à hauteur de 90% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité au 1er janvier 2025, participer financièrement à la cotisation des agents conformément à l'accord collectif local à hauteur de 55% de celle-ci au titre du régime de base à l'adhésion obligatoire. Inscrire les crédits nécessaires au chapitre 12 du budget. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette avancée sociale au niveau de nos agents? Alors, si tu permets, Thierry, oui, pardon. Pour préciser, mais les agents contractuels qui ont plus de 6 mois d'ancienneté bénéficieront aussi de ça. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des observations? Alors moi, je vais en faire une, puisque nos amis ont quitté la salle du Conseil. Il faut savoir que M. Jouan a siégé à cette commission du personnel où on a évoqué ce régime de protection sociale complémentaire. On n'a pas entendu le son de sa voix. Donc, c'est normal de faire des esclandres en conseil municipal parce qu'il y a des journalistes présents donc, qui vont se faire écho dans les journaux. Pour des défenseurs des acquis sociaux, et j'en passe et des meilleurs, leur absence sera forcément bien remarquée par nos agents. Une fois que j'ai dit ça, je vous soumets à votre approbation si vous le souhaitez. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et surtout, je pense que les agents vous remercient.
Le sujet suivant, toujours Didier, donc tu as eu le temps de prendre une petite gorgée, c'est Il est bon. plus court celui-ci. Modification du tableau des effectifs, création de postes par anticipation de départ, présentation faite par M. Didier Talbourdel, toujours adjoint aux ressources humaines. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu l'avis favorable du Comité social territorial du 14/11/2024, et vu l'avis favorable de la Commission des ressources humaines du 12/11/2024, considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant la nécessité de recruter au sein de la médiathèque un agent en remplacement d'un agent absent au sein des services et sur le point de quitter la collectivité, considérant la nécessité de créer un poste au grade d'entrée de grade d'emploi des adjoints du patrimoine pour permettre l'arrivée d'un nouvel agent nommé stagiaire. Il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver la création d'un emploi d'adjoint du patrimoine catégorie C. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la collectivité. Merci Didier. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne le marché de maintenance et d'entretien des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation, avec intéressement. Présentation de l'avenant numéro 4 par M. Pascal Évin, adjoint aux finances et aux marchés publics. La commune a contractualisé le 26 juin 2019 avec Engie Energy Service le marché de maintenance et d'entretien des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation avec intéressement. La majorité des installations sont soumises à un principe d'intéressement qui motive l'exploitant à respecter une quantité maximale d'énergie par bâtiment en tenant compte des températures de l'année concernée, appelées cibles. En cas de dépassement, une pénalité sera appliquée. À l'examen des consommations constatées et de l'amélioration continue de la gestion, il est prévu de déterminer des cibles plus exigeantes. L'avenant 4 prend en compte ces nouvelles cibles pour la saison de chauffage 2024-2025. Considérant l'avis favorable des membres de la commission des marchés sollicité par voie électronique le 25 octobre 2024, dans la mesure où il n'y a pas eu de commission et comme le permet le règlement intérieur du conseil municipal, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'avenant 4 au marché de maintenance et d'entretien des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation avec intéressement. C'est donc l'annexe 6. Et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant ainsi que tout document y afférent. Le financement est inscrit au budget communal 2024, donc section de fonctionnement, sous l'imputation budgétaire 615-6. Merci Pascal. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je la soumets à vos votes. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la convention de financement fonds de concours pistes cyclables. Autorisation de signature de Monsieur le maire. Présentation faite par Monsieur Bruno Chartier, adjoint aux travaux, à la voirie et à l'environnement. Bonsoir. Dans le cadre de sa compétence voirie, la ville de Montagne-de-Bretagne réalise plusieurs opérations d'aménagement et d'équipement de voirie visant à développer les liaisons cyclables, à apaiser les vitesses et à améliorer les dessertes de polarité et des équipements structurants. Le versement d'un fonds de concours entre la communauté d'agglomération et les communes membres est possible après signature d'une convention de financement visant à établir les modalités et conditions de participation. La commune de Montagne-de-Bretagne finance les aménagements et les équipements de voirie suivants. Création de bandes cyclables rue Henri Gautier. Il s'agit d'un aménagement à minima dans l'attente des travaux plus conséquents liés au passage d'Hélice Plus. Ces travaux ont été réalisés en 2023. Création d'une piste cyclable bidirectionnelle et autres aménagements cyclables entre l'AVNAC et la RD 50 via la rue Croix-Chevalier, l'avenue Hubert-Bouillet, l'avenue et l'impasse Lorraine, la route des Prés-de-Gris. Cette piste cyclable, en site propre sur la quasi-totalité du trajet, desservira de nombreux pôles générateurs de déplacement. La réalisation de ce projet est phasée sur plusieurs années. Réaménagement du parvis de l'hôtel de ville. Afin que la participation de Saint-Nazaire Agglomération puisse être maximalisée, elle doit être sollicitée en dernier lieu, suite à l'obtention des engagements financiers de tous les autres cofinanceurs visés au plan de financement ci-dessous.
Conformément à la réglementation en vigueur régissant le versement de fonds de concours, le fonds de concours de Saint-Nazaire Agglomération est égal au maximum à 50% du solde du coût hors taxe du projet. Déduction faite des participations de tous les cofinanceurs. Il s'applique uniquement à la partie cyclable du projet de voirie. Le fonds de concours total pour l'aménagement de ces opérations précitées s'élève à un montant maximal de 719 980,98 €. Le plan de financement est détaillé ci-dessous. Vous avez eu le tableau. Il reste à financer par la commune 854 231,50 € sur une base subventionnelle de 1 747 819,48 €. Vu l'avis favorable de la Commission urbanisme et environnement du 19 septembre 2024, vu le projet de convention de financement du fonds de concours entre Saint-Nazaire Agglomération et la commune annexée à la présente délibération, c'est l'annexe 7, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le projet de convention financière commune de Montoire, Saint-Nazaire Agglomération, visant à cofinancer les bandes cyclables rue Henri Gauthier, une piste cyclable bidirectionnelle et autres aménagements cyclables entre l'AFNAC et la RD 50, ainsi que l'aménagement du parvis de l'hôtel de ville en annexe 7. Merci Bruno. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur cette convention de financement de fonds de concours? Je ne vois pas de commentaires particuliers. Je la soumets donc à votre approbation. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne la proposition de création d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Présentation qui devait être faite à l'origine par M. Michel Molin, mais qui est souffrant et qui me charge de présenter cette délibération à sa place. Donc, la commune de Montoire de Bretagne accueille une cinquantaine de commerces auxquels s'ajoutent une vingtaine de services, principalement situés au centre-bourg et à Bellevue. Les nouvelles pratiques de consommation, les difficultés de transmission de certaines activités laissent poindre des difficultés croissantes en matière d'offres et de diversité commerciale. La requalification du centre-bourg ou du quartier de Bellevue, la programmation de logements à proximité des commerces afin de maintenir une clientèle de proximité sont des éléments de réponse qui a engagé la collectivité pour créer un environnement plus attractif. De même, afin d'éviter que des cellules commerciales ne soient transformées en logements, la commune a défini dans le PLUI 2 linéaires commerciaux, un en centre-bourg et un à Bellevue. Bien que nécessaires, ces actions mises en œuvre ne sont pas suffisantes. La commune de Montoire de Bretagne souhaite donc se doter d'outils complémentaires qui permettent d'agir de façon plus opérationnelle en faveur de l'offre commerciale afin de favoriser l'implantation de nouveaux commerces. Parmi ces outils peuvent être mobilisés le droit de préemption des fonds de commerce, des fonds artisanaux, des baux commerciaux et des terrains faisant l'objet du projet d'aménagement commercial, la création de concessions d'aménagement commercial qui permet un portage immobilier. Le droit de préemption ne peut être instauré que dans un périmètre défini et motivé par un rapport préalable présentant la situation du commerce et de l'artisanat dans ce périmètre pressenti, après avis des chambres consulaires. Il constitue également un outil d'observation. Par ailleurs, la Carène Saint-Nazaire Agglomération propose d'accompagner les communes par la création d'une concession d'aménagement commercial dans le périmètre défini et par un accompagnement financier. Face à l'insuffisance d'initiatives priées, elle permet à un concessionnaire de faire de l'acquisition de locaux, des travaux d'adaptation, des mises aux normes, de prendre en charge des frais de commercialisation, de rémunération concessionnaire ou de gestion locative. C'est une enveloppe de 800 000 € qui est dédiée à l'échelle du périmètre communautaire et 1,6 million d'euros sur 4 années. Cela représente un potentiel réalisable d'environ 1 350 m², soit 25 locaux de 54 m², ou 15 locaux de 90 m². Pour la mise en œuvre d'un tel dispositif, chaque collectivité intéressée doit se doter d'un rapport initial permettant la définition d'un périmètre d'action. À l'échelle communautaire, le projet se traduit par des règles de fonctionnement partagées, un règlement de concession pour faciliter les arbitrages sur les locaux à traiter, un règlement de concession, un comité d'engagement, la création d'une direction et d'une équipe projet. Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la mise en œuvre du droit de préemption, la création d'une concession d'aménagement commercial, le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, article R 124-1 et suivant, vu la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, vu la délibération du 18 décembre 2018 de la Carène
lui donnant la compétence à agir en matière de portage immobilier commercial en soutien aux centralités communales, vu le périmètre proposé en annexe 8 de la présente délibération, vu l'avis de la commission urbanisme en date du 13 juin 2024, il est ainsi demandé à l'Assemblée municipale de bien vouloir approuver l'instauration d'un droit de préemption commerciale et artisanale, approuver la création d'une concession d'aménagement commercial, d'approuver le projet de périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat tel que présenté en annexe 8 et autoriser le maire ou son représentant à poursuivre les procédures de sa mise en œuvre. Voilà pour cette délibération. Est-ce que cela apporte des commentaires ou des observations particulières? Je n'en vois pas. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la commission urbanisme était réunie le 13 juin 2024 et nous avons reçu l'avis favorable de la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire en date du 7 novembre et nous avons reçu l'avis favorable de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire et Loire-Atlantique en date du 14 novembre. Donc, pour un avis qui avait été donné par la commission urbanisme le 13 juin 2024. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire des scandales, mais bon, on prend acte. Une fois que j'ai dit ça, je la soumets à votre approbation en gardant le sourire. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous rends compte des décisions concernant l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. En application de la délégation qui m'a été donnée par le conseil municipal du 10 juillet 2020 et en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions qui ont été prises. De décision du 26 août 2024, signature d'un contrat de supervision et de maintenance corrective des centrales solaires du gymnase et du centre de tennis pour 5 années à compter du 1er juin 2024. L'attributaire est la société Kenea Énergie Renouvelable qui est située à Carhaix pour un montant annuel de 1 786,40 € hors taxe. Décision du 3 octobre 2024, signature d'un contrat de service logiciel BL Connect données sociales pour 3 années à compter du 1er décembre 2024. L'attributaire est l'entreprise Berger-Levrault qui est située à Boulogne-Billancourt pour un montant annuel de 125,76 € hors taxe. Enfin, la décision du 2 septembre 2024, la signature d'un contrat de service logiciel GESCRIM, c'est les Jeux Olympiques qui m'ont déformé, je crois, pour la gestion des cimetières. Donc GESCRIM, alors après on peut aussi voir l'escrime, mais le crime, mais c'est pour la gestion des cimetières toujours. Pour une année à compter du 1er octobre 2024, renouvelable tacitement 2 fois une année. Donc l'attributaire, c'est la SAS GESCIM, qui est située à Brest pour un montant annuel de 1 144,96 € hors taxe. Et c'est sur cette décision que nous clôturons ce conseil municipal avec le sourire. Et je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne soirée. Et puis au plaisir de se retrouver au mois de décembre. Alors ça sera un jeudi, comme c'est toujours le conseil avant Noël, on fait toujours ça un jeudi. Et puis en attendant, je vous souhaite une agréable soirée. Et ce sera à 18h, oui. Merci Didier. Voilà, merci à nos amis correspondants de presse et merci à notre vidéaste préféré. Et merci à tous pour votre participation active.